Si t'as pas vu l'épisode de la semaine dernière, c'est à peu près aussi logique que de peindre ce mur sans rouleau, avec un bâton. Si t'as pas vu des épisodes précédents, tu cliques sur le i juste ici ou tu regardes le lien dans la description. Et sinon, bien évidemment, si t'as vu les premiers épisodes de cette série, tu peux regarder cet épisode-là en toute quiétude. Donc je t'invite à rester avec moi et à profiter dès là, maintenant, à t'installer confortablement et à visionner la suite. Wow, comme on vous l'a dit, chaque épisode de cette série de construction de l'atelier et du studio Twitch des Frères Poulain est sponsorisé par un partenaire. Et aujourd'hui c'est... Red Shadow Legends. Ça n'a rien à voir avec la caisse que je viens de poser, mais on va vous parler de Red Shadow Legends. Red Shadow Legends, c'est un jeu vidéo, si vous ne le saviez pas déjà, un jeu vidéo sur mobile, développé par Plarum. Et c'est un jeu qui est quand même très complexe, qui a vraiment un univers très large et des graphismes assez stylés. Bon, vous connaissez forcément Red Shadow Legends, parce qu'on en a déjà parlé dans les vidéos précédentes, oui. Parce qu'en fait tout le monde en parle et qu'il est incontournable. Ouais, vous pouvez l'avoir sur App Store et sur Play Store, il n'y a pas de souci. Et moi, ce que j'aime bien dans ce jeu quand même, c'est que les graphismes sont vraiment incroyables. C'est clair. Ça faisait quand même très longtemps que j'avais pas joué à un jeu mobile, et quand on a ouvert Red Shadow Legends et qu'on s'est mis à jouer, j'étais vraiment surpris par la qualité graphique. Ouais, totalement, c'est hyper joli. Comme on l'a dit, même si l'univers est gigantesque, il y a aussi beaucoup de personnages. Il y a plus de 500 champions à collectionner. On peut rejoindre des clans, on peut faire du multijoueur. Ça, c'est trop cool quand même, vraiment l'intérêt des jeux mobiles. C'est un peu le multijoueur en vrai. C'est vrai qu'on adore le multijoueur. En plus, le jeu est mis à jour régulièrement. Là, la mise à jour de septembre 2020, c'est 20 champions qui sont peaufinés et rééquilibrés au niveau du gameplay. Donc ça, c'est super cool d'avoir des mises à jour constantes comme ça. Le jeu ne s'arrête jamais d'évoluer. Là, par exemple, il y a la forge qui vient de sortir et qui vous permet du coup de forger dès le début du jeu. Ça, c'est super cool. Ça fait gagner du temps en plus, je crois, dans le jeu. Oui. C'est très pratique. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour obtenir ce jeu et qu'est-ce qu'on gagne si vous allez dans le lien qui est dans la description? Alors évidemment, si vous êtes un nouveau joueur, vous avez 50 000 pièces argent à gagner, 50 gemmes, une recharge d'énergie, une clé chef de clan, 5 éclats de mystère, un jour d'XP booster et un champion gratuit. Difficile de faire plus, honnêtement. Attention, ces récompenses-là ne sont disponibles que pour les nouveaux joueurs et dans les 30 prochains jours. Les amis, vous avez maintenant toutes les informations à propos de Red Shadow Legends. Si ça vous intéresse, vous avez tous les liens en description. On se retrouve tout de suite, c'est l'épisode combien là? Je sais pas. iPhone? Oh, let's go. Il est chaud. Il est temps d'attaquer la fabrication des plots d'attache des électroaimants de la porte principale de l'atelier. Pour ça, j'utilise 2 grosses chutes de pain que je coupe en forme de biseau avec au bout un arrondi. Ça permettra d'éviter, si on se tape dedans, de se faire super mal. Un petit coup de ponceuse stationnaire pour achever le tout et le tour est joué. Il faut maintenant insérer les électroaimants dans les plots d'Artus, et pour ça, il commence à définir une hauteur de coupe correspondante à l'épaisseur du système. Bon, ok, je finis ça un peu à la bourrin, ça se fait pas, c'est pas propre, mais bon là, ça sent la fin de journée, je commence à fatiguer un peu, alors calmez-vous s'il vous plaît, hein, que celui qui a jamais été fatigué dans sa vie me jette la première pierre, d'accord? Ah, ça va, on mettra un peu de pâte à bois, ça va le faire, ça va aller, t'inquiète. Bon allez, pour finir la mise en place du système, je mets les câbles électriques dans les trous que je crée spécialement pour l'occasion. Et ça passe nickel, bro, tu vois, tout va bien. Pour la partie aimant de porte, le système d'attache est traversant, donc une grande mèche et un écrou de l'autre côté pour serrer le tout, et le tour est joué. Je m'excuse par avance pour tous nos amis serruriers, mais en tout cas, ça c'est le système qui nous convient. On a vraiment essayé de réfléchir à la meilleure intégration possible, et ça me semble être vraiment tout ce qu'on peut faire de mieux. Pourquoi? Parce qu'ici, on a un gros morceau de bois qui nous permet d'assurer un maintien vraiment solide du mécanisme d'électroaimant. Normalement, ce genre de mécanisme, on le retrouve directement dans l'huisserie. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé notre propre huisserie en intégrant tout le mécanisme dans le morceau de bois. Alors, il reste un problème, c'est pas un aimant qui est très puissant, c'est surtout un aimant qui a une grande surface. Et si c'est parfaitement plat, à ce moment-là, il faut 180 kg de force pour l'arracher. Mais dès qu'il va y avoir un système de bras de levier et que ça va pas être droit et qu'on va avoir un petit jour en haut, à gauche, en bas ou à droite, et ben le système magnétique il va pas être fonctionnel et du coup ça va pas tenir. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une première vis et une fois qu'il y a eu l'alimentation et qu'il y a eu l'appui plan sur l'électroaimant, on a pu mettre la deuxième vis pour visser le support dans l'axe de la porte. Et donc on est certain que l'aimantation marche bien. Maintenant que ça c'est fonctionnel, et ben il faut faire la même chose tout en haut.
Et pour ça, vous connaissez les démarches, c'est comme pour le premier plot, donc let's go timelapse. On en profite quand même pour tester et alimenter le tout, vous allez voir ça dans la vidéo. On installe aussi le boîtier électronique Digicode et NFC. Et pour passer proprement l'électronique, on creuse un trou dans la paroi d'à côté, comme ça on pourra directement et proprement y glisser nos câbles. Et pour le reste, let's go timelapse! Puis vient le temps de l'installation de la plainte électrique. Pour la maintenir dans un premier temps, Artus utilise de la colle à chaud puis installe les câbles. Donc c'est bon, tout est installé. Honnêtement, ça nous a pris une après-midi. C'était pas ce qu'il y avait de plus compliqué, c'était un petit peu laborieux parce qu'il fallait tout ajuster. Et on voit l'importance de l'ajustement parce que quand on vient ouvrir la porte, on voit bien là-haut que le mur est pas du tout droit et que donc soit le mur, soit la porte ont un léger décalage et que en plaçant les électroaimants par rapport à la porte, quand on vient la fermer, elle claque à l'unisson, il y a les deux électroaimants qui viennent s'activer en même temps et donc là, on a une porte qui est super solide et qui se ferme de manière impeccable. On appuie sur le bouton, ça s'ouvre et c'est bon. Et ça, c'est génial. Franchement, le petit boîtier à l'extérieur, il est impeccable. Pour la cinquantaine d'euros sur Amazon, on lui en demande pas plus. Alors évidemment, je vais pas mettre les lingots d'or des frères pleins sécurisés par ce boîtier-là. Surtout que comme on vous l'a dit, on est sur un accès intérieur, qu'il y a un agent de sécurité qui passe la nuit, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. En plus, on a placé tout le système sur un onduleur. Ça veut dire que s'il y a une coupure de courant, ça ne va pas couper le magnétisme et donc ouvrir la porte. Elle devrait rester active pendant plusieurs heures, ce qui devrait largement suffire le temps que le courant revienne. Pour le câblage électronique, j'ai suivi le petit manuel, hein, tout est indiqué. Alors c'est en chinois et en anglais. Franchement, c'est assez clair. On n'a pas rencontré trop de problèmes. On fera peut-être un petit boîtier imprimé en 3D pour éviter de mettre un coup de pied dedans parce que ça reste des câbles qui sont assez fins et assez fragiles. La poignée, elle est tenue solidement de part et d'autre du mur. Ici, on a un tout petit jour. On verra ce qu'on fait plus tard. Là, pour l'instant, il faut peindre les murs en blanc et ça, c'est Baptiste qui va le faire parce que moi, j'ai fait la porte hier pendant qu'il faisait l'étalonnage et là, aujourd'hui, il va peindre en blanc pendant que je m'occupe du son. Donc c'est parti, je vous laisse avec Baptiste. Il vient de vous faire un message et il apparaît là, c'est pas logique. L'audiovisuel, si, la famille. Pour la peinture, je vais utiliser un rouleau classique, un de ceux qu'on a acheté à Castorama, ils n'étaient pas très chers. Et on va aussi utiliser, comme d'habitude dans ces épisodes, vous commencez à avoir l'habitude à l'économie, de la peinture de la marque Good Home qui, d'après ce que je sais, est plus ou moins la marque distributeur de chez Casto. Good Home, c'est pas très cher, je crois que le pot nous a coûté aux alentours de 44 € pour 12 litres de peinture blanc mat, c'est vraiment pas cher. Alors attention, évidemment, je suis certain qu'elle n'aura pas le pouvoir couvrant des peintures qu'on utilise d'habitude avec Artus, mais peut-être que ça pourrait suffire en tirant un peu sur les couches et en faisant attention à là où on les applique, à avoir un rendu suffisamment correct pour une extension d'atelier. Allez, on y va, c'est parti parce qu'il y a vraiment beaucoup de boulot. Je pense qu'il y en a pour au moins 5 ou 6 heures de peinture. Alors petit bilan après séchage, on est sur une peinture mate. Donc déjà ça aide beaucoup en termes de reflets pour masquer un peu les défauts. Là comme on est directement sur l'OSB sans sous-couche, de toute façon on a le bois, le veinage qui apparaît puisqu'on a plusieurs fibres dans différents sens qui viennent se croiser directement sur la planche. On a toujours cet aspect un petit peu transparent parce qu'on a mis qu'une couche, mais vraiment pour un atelier c'est très loin d'être embêtant. Par contre sur les surfaces lisses, c'est là où ça peut se voir un petit peu plus. Parce que comme vous pouvez le voir, là ici on a un contreplaqué Ukume, donc c'est une teinte un peu rose, un peu rouge, et là on voit qu'avec une seule couche que
que c'est pas parfaitement blanc, c'est pas parfaitement lisse. Et du coup, quand on vient mettre sur les bords un petit coup de pinceau un peu plus épais forcément, eh bien on voit la jonction avec le blanc qui est beaucoup plus net par rapport au rose. Mais sur le MDF, on n'a pas eu de problème particulier. Donc vraiment, pour le prix, je dis bien pour le prix, cette peinture n'est pas totalement non recommandable. Honnêtement, en termes de rapport qualité-prix, je ne m'attendais pas à plus ni à moins. Donc voilà, c'est pas mal, c'est utilisable, en tout cas du moins dans les conditions dans lesquelles on veut s'en servir. Bon, sans transition, il est temps pour moi d'attaquer l'électricité de notre super extension. Bah oui, on a les murs, les portes, les peintures, maintenant faut du jus. Et pour ça, nous avons fait le choix d'utiliser des tubiro. Nous vous expliquerons ce choix après l'installation. Ouais, d'abord il faut percer les trous qui vont jusqu'au disjoncteur parce que des câbles reliés à rien, Bah c'est pas très utile, hein. il n'y a plus qu'à placer les tubéros dans les attaches qu'on a fixées au mur. Trop pratique. Et pour couper les sections, c'est hyper simple grâce à notre pince spéciale. Bon, en vrai, c'est une pince pour les tubes PER de plomberie. Ouais, et puis on a les petits manchons à 90 qui vont trop bien, donc c'est top. Le résultat est hyper clean. Tout est posé au niveau laser, RAS. T'as vu les petits boîtiers de dérivation? Nickel. On décide de mettre des multiprises fixées au mur, on vous expliquera pourquoi juste après. Alors c'est une première pour nous avec Baptiste, on voulait essayer les tubéros à l'inverse des plaintes électriques. On s'est dit que ça allait être plus économe, plus rapide, plus efficace et c'est le cas. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'à installer, il y a juste à mettre tous les mètres, on va dire un petit collier de serrage comme ça, on vient clipser le tubéro. On a aussi beaucoup plus de facilité à rentrer les câbles puisque du coup, il suffit juste de rentrer le câble dans le tube pour qu'il traverse le long alors que sur une plainte électrique, il faudrait déclipser, tenir le câble, clipser, sans compter que si on l'avait mis à la colle à chaud, ça se serait arraché du mur. Et en plus, on peut relier directement les tubéros dans des boîtiers de dérivation comme ceci. Donc là, c'est des petits boîtiers ronds premier prix qui sont hyper efficaces et franchement, tout tient à merveille. C'est le mur de notre voisin qui tient moins bien que nos tubéros. Cette installation, on la valide, on va l'appliquer sur tous les murs. En plus, vous remarquerez qu'on a mis des multiprises, donc ça nous permet d'avoir 3 prises à chaque boîtier de dérivation. Pourquoi? Tout simplement parce que la prise en applique premier prix à Leroy Merlin valait 4 €, alors que là, la triplette vaut moins de 3 €. Donc on est gagnant, on a 3 fois plus de prises. Ça implique de mettre un boîtier de dérivation, mais là, l'installation nous suffit largement. Je tiens à préciser que toutes les lignes sont reliées sur un disjoncteur de 16 ampères qu'on a récupéré dans la pièce CNC. Et en plus, on va jamais utiliser plus d'un équipement à la fois de 2000 watts. Donc sur du 16 ampères avec du câble de 2.5, on devrait pouvoir tirer jusqu'à 4000 watts. Là, on dépassera très rarement les 2500. On le répète, et c'est comme pour les épisodes domotiques, soyez toujours vigilants lors des installations électriques. Ça répond à des normes et n'hésitez pas à vous référer à un expert, à un électricien pour chez vous, pour votre installation. Aussi, ça paraît schlag, mais quand vous voyez l'état du mur du voisin, le fait que ça bouge dans tous les sens, nous, ça nous suffit largement. On gagne énormément de temps et en plus, là, le tube, pour 24 mètres de linéaire, j'en ai eu pour moins de 7 €. Donc à 3 € les blocs prises, moins d'1 € le boîtier de dérivation et moins de quelques centimes le mètre de tubéro, franchement, on va à l'économie et on a quand même quelque chose d'hyper fonctionnel qui va quand même grandement nous simplifier le raccordement électrique à l'atelier. Donc là, c'est bon, on a un premier mur. Ici, là-bas, on arrive sur la porte, donc ça sert à rien de continuer. Je vais me récupérer sur le boîtier de dérivation là-bas et on va repartir tout le long pour aller sur la deuxième extension, l'extension menuiserie, où on appliquera exactement la même technique avec les boîtiers de dérivation et les multiprises. Donc c'est parti pour l'installation.
Quand on a fait la série sur le projecteur ultra puissant, on avait fait appel à un partenaire qui s'appelait Yuji. Et leurs LED, on vous l'avait expliqué, ce sont des LED professionnels qui disposent d'un OCRI, c'est-à-dire des LED qui contiennent suffisamment de lumière, suffisamment de couleurs pour pouvoir être utilisés en audiovisuel professionnel. Mais pas seulement parce que quand on utilise des LED de qualité comme ça permet aussi de travailler dans d'excellentes conditions puisqu'on peut voir l'intégralité du spectre lumineux qui s'offre à nous lorsqu'on bricole, etc. Donc tout est très clair, très net, c'est extrêmement utile pour le travail. D'ailleurs, vous avez les liens juste ici si vous voulez aller voir ce qu'on avait fait avec en vidéo. On a fait de nouveau appel à eux et ils ont répondu présent parce que vous avez répondu présent, vous avez été très intéressés par ces LED et vous êtes allés voir leur site internet et ils nous ont envoyé cette fois-ci des petits LED strips RGB qui sont bien tarés, qu'on va utiliser dans le studio Twitch et aussi des petites ampoules, on va dire E27 qui permettent de régler l'angle de diffusion de la lumière. Donc c'est hyper intéressant pour pointer ou pour avoir des visions assez larges lumineuses. Ça peut être très intéressant, on en reparlera dans d'autres épisodes. Mais surtout, je vous le montre pas là, je vais vous le montrer juste là-bas. Ils nous ont envoyé pour la nouvelle extension des nouveaux packs de LED complètement dingues, toujours en OCRI, mais surtout ultra puissants. C'est des disques, je vous montre ça tout de suite, c'est complètement fou. Ils appellent ça les UFO. Les gars, c'est monstrueux. Je vous dis pas le poids que ça pèse. Là, c'est sur mon bras gauche. Je suis déjà en train de faire des haltères. C'est entièrement en acier. C'est dissipé. Il y a des dissipateurs de chaleur en bas et en haut. L'alimentation, c'est une alimentation variable Meanwell, donc haute qualité, pas de problème. À l'intérieur, on peut voir qu'il y a plein de petites LED. Et surtout, la grande surprise, en plus du fait que ce soit CRI 95+, c'est que ça fait 150 watts. Alors 150 watts, ça paraît pas énorme comme ça, mais je peux vous garantir qu'en LED, avec un champ de 120 degrés, c'est monstrueux. C'est l'équivalent de 1000 watts en incandescent. Laissez-moi vous dire qu'avec ça, les 40 mètres carrés qu'il y a ici, il n'y aura pas de problème. Bon, maintenant il est temps d'installer ces petits bébés. Il y a Artus qui va s'en occuper parce qu'il est en train de faire l'électricité. Et moi, comme d'hab, je remonte faire les voix off et l'étalonnage. Donc let's go pour l'installation des lumières et on se retrouve juste après. Pour suspendre proprement les blocs LED Yuji, je choisis d'utiliser une chaîne que je raccorde avec de bons colliers de serrage très résistants eux aussi. Le résultat convient parfaitement. Lorsque les chaînes ont manqué, Artus a utilisé de la drisse, elle aussi très résistante, fixée aux mêmes suspensions que les néons. Ça y est, Artus a terminé son installation de lumière et laissez-moi vous dire que j'ai déjà vu le résultat et c'est très très cool. Alors on va essayer quand même que vous puissiez le voir à l'image. C'est pas très évident parce que c'est dépendant de certaines conditions d'étalonnage, etc. Mais on fait le max. Donc là, vous avez l'ambiance habituelle avec les tubes néons qui ont un CRI proche de 70. Et ensuite, quand je vais demander à Artus d'allumer la lumière, vous allez voir enfin le résultat avec les plafonniers Yuji ultra puissants. Vas-y, allume. Boum! C'est quand même beaucoup plus stylé. Je sais pas si vous le voyez bien à l'image, mais déjà, on a une dérive colorimétrique qui est beaucoup moins visible. Je pense qu'avant, je devais peut-être virer un petit peu vers le vert. Là, mon teint de peau est beaucoup plus naturel et vous pouvez voir que la lumière est beaucoup plus diffuse. Et ça, c'est grâce à la petite technique LFP, enfin qui est pas vraiment une technique LFP parce que beaucoup de gens l'utilisent dans le monde audiovisuel parce que c'est pas cher et c'est très efficace. C'est d'utiliser des petits lampions en papier qui permettent d'effectuer cette diffusion de la lumière de manière très homogène et pour un coût très réduit. Et c'est beaucoup plus agréable. On va enfin pouvoir tourner dans de bonnes conditions. Je suis super content. Allez, on passe à la suite. Vous l'avez peut-être pas vu, mais il y a quand même eu un petit rangement des familles et franchement, ça fait super plaisir. On peut vraiment se rendre compte maintenant de la valeur de cet espace, de sa taille, de son métrage et on va beaucoup s'amuser. On a hâte de pouvoir commencer à travailler. Le problème, c'est qu'il nous manque une dernière chose. Évidemment, ça va être des espaces pour poser des objets. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, on a un petit aéroquai ici sur lequel on a posé une planche de contreplaqué qui fait une table en attendant, mais sur les murs, on a quand même plein d'espace et surtout plein de prises électriques. Il n'y a plus qu'à poser les tablettes pour profiter de beaux plans de travail. Mais avant tout ça, je fais quelques mesures et je vous explique juste après comment j'ai fait. Dans un premier temps, j'analyse la mise en place des éléments. Je me rends vite compte qu'à certains endroits du mur voisin, je vais devoir m'adapter pour avoir suffisamment d'épaisseur d'appui pour le plateau. Et pour ça, il suffit de couper un peu de bois.
Bon, vous l'avez vu, on garde la philosophie qu'on a depuis le début, qu'on construit cette extension d'atelier, on va à l'économie. Et ça commence par ne pas acheter d'équerre quand on n'en a pas besoin, parce que là, avec 2 vis dans du bois, c'est presque une clé d'escalade, il n'y a vraiment aucun problème, je peux compter dessus. Alors évidemment, ça va pas être un établi sur lequel on va se mettre à enfoncer des clous, etc. C'est pas le but recherché, c'est plutôt une petite table de travail pour des travaux légers. Et enfin, on n'est pas des professionnels avec Artus, on est juste des passionnés et c'est la technique qu'on a trouvée et qui nous convient. Maintenant, il est temps de passer au pied, mais un pied, ça vaut 25 € pièce quand on le veut en aluminium. Mais on a eu une petite idée qui nous permet d'économiser quasiment 25 € ou 24,90 €. Je vous montre ça tout de suite et je vous explique juste après. Comme le sol n'est pas droit du tout, je trouve une petite technique avec des trépieds photo pour caler le plan de travail. Ça mange pas de pain, mais ça marche vraiment très bien. Une fois que tout est à niveau, je n'ai plus qu'à mesurer la longueur de pied nécessaire à ma future découpe. Petite exception de confort, je décide d'attacher les pieds au sol avec des équerres. Comme ça, peu de risque de renversement, ça ne bougera pas. Et pour achever le tout contre la paroi, une grande vis de serrage roquette et tout sera absolument immobile. Alors voilà, c'est vraiment pas une œuvre d'art, mais ça marche vraiment très bien. Je peux tirer dessus comme un bourrin, je peux essayer de la soulever comme un malade, il n'y a aucun problème, je peux même me suspendre. Pas de souci, je fais 120 kg, je peux vous assurer que c'est ultra solide. Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un établi de travail, donc il n'y a pas de pied au milieu, il n'y a rien qui le maintient, c'est pas fait pour mettre des coups de marteau. C'est pas très esthétique aussi parce que c'est de la récupération, mais je vous rappelle que c'est ni plus ni moins que 2 équerres en métal, quelques vis et un plan de travail premier prix à 15 €. Le plan de travail est suffisamment rigide, même si c'est du premier prix. C'est de l'aggloméré mélaminé de 28 mm, mais c'est amplement suffisant. Vous voyez, hein, là, la distance entre les pieds est assez importante et il n'y a pas vraiment de flexibilité au centre, donc pas de souci. Et puis pour le bois, c'est des vieilles poutres qu'on avait récupérées de la vidéo du grand projet de 2019 qui servaient, c'était des poutres premier prix pour tenir la terrasse. Donc franchement, c'est royal. On fait tous les autres, il y en a 6 au total. Let's go! Wow, cette vidéo est déjà terminée, Baptiste. Oui, mais faut pas oublier qu'on ait rendez-vous à 20 h sur Twitch, qu'on s'abonne, qu'on partage, que machin... Qu'on ait rendez-vous à 20 h sur Twitch. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. C'est trop long. Ciao. Je suis toujours là en fait.